vais d'abord appeler Marc Bagur avec nous de ThinkDeep. Marc, je te propose de me rejoindre sur scène. Bonjour Antoine et merci. Bonjour Marc, on a commencé à avoir nos petites habitudes. Tout à l'heure on parlait de Bergerac, où on avait déjà été amené avec le cluster B décidément d'intervenir sur justement des sujets industrie 4.0. On était intervenu, je me rappelle, avec c'était Fromarsac, si je ne dis pas de bêtises, l'entreprise Fromarsac. Absolument, ouais, parce que l'industrie 4.0 c'est une réalité vraiment territoriale dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et j'étais très content d'être là-bas d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on t'a demandé d'intervenir en ta qualité. Donc tu es Head of Intelligence Artificial Strategy. Oui. Ça consiste en quoi chez ThinkDeep? Et puis ThinkDeep, en fait, c'est qui ThinkDeep? Alors, je ne sais pas si j'ai quelques slides ou si ça après. Si, tu les as. Ok. Hop. Alors, attends, juste ça, c'était mon petit point d'introduction. Ouais. Pour dire quand même que Marc, on t'a aussi demandé d'intervenir en intro. On aura plein de cas d'usage aussi dans la façon dont d'autres accompagnent des entreprises ou dont des entreprises comme Serinov veulent s'approprier ce sujet IA. Mais on s'est dit qu'il fallait évidemment avoir un point d'entrée et un début aussi de table qui nous repose un peu l'enjeu justement de l'IA aujourd'hui, que c'était pas que mettre de l'IA au service des robots dans des usines où saturer le travail, que c'était beaucoup plus vaste que ça comme sujet. Et donc, on t'a demandé de faire ça. En sachant aussi que j'avais ressorti un de tes tweets récents, et comme tu tweets pas mal, Marc. Je tweete, oui. Et où tu disais, en seulement 18 mois, le temps d'entraînement d'un réseau de neurones, donc sur des problématiques liées à l'intelligence artificielle, est passé de 3 heures à seulement 88 secondes. Dans les mêmes délais, nous sommes passés d'un coût de 2086 € à 10 € pour une précision de 93% sur des résultats, j'imagine. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet d'accélération énorme et qu'aujourd'hui, c'est accessible ou pas? Et de quelle manière aussi ThinkDeep, évidemment, s'empare de ça? Voilà. Sujet ouais, tout à fait. Qui fait beaucoup parler. Alors, complètement, il y a une accélération des moyens, on le voit, hein, sur tous ces sujets. Et là, dans ce tweet, je soulignais finalement cette accessibilité nouvelle qui est offerte, je pense en particulier pour les PME, c'est-à-dire qu'avant c'était peut-être des sujets qui nécessitaient de débloquer, de mobiliser des budgets conséquents. Je pense qu'on voit maintenant que c'est de plus en plus facile, si on a une appétence, si on commence à se dire j'ai peut-être un sujet sur mon business model, d'aller explorer ce type de thématique. Est-ce que je peux... Voilà, merci, super. Voilà. Alors, avant de vous parler de la boîte pour laquelle je travaille, qui s'appelle ThinkDeep, je voulais, si vous voulez bien, vous prendre par la main quelques minutes pour rappeler un petit peu, pour recontextualiser ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image de la chute du mur de Berlin? Parce que, pour moi, elle est très signifiante. Au-delà de la symbolique qui est projetée ici, l'idée forte, c'est qu'avec la fin du XXe siècle, quelque part, on a sonné le moment où on va décloisonner. Dans les services des entreprises, dans les data, on a besoin de décloisonner et donc de transversaliser l'information. Ça change énormément de choses. Et à mes yeux, c'est vraiment l'acte fondateur de la 4e révolution industrielle dans laquelle on est, donc qui est celle où on va développer plus de valeur avec des data qu'avec l'énergie, par exemple. C'est le bouton vert pour passer. Et donc, aujourd'hui, on voit que si on regarde un paysage un peu des acteurs de l'industrie 4.0, ben finalement, il commence à y avoir déjà beaucoup de monde, mais c'est encore un marché qui est plutôt émergent, qui n'est pas si structuré que cela. Et c'est pour ça qu'il y a besoin un petit peu de clarifier ce qui se passe. Et alors, ici, j'attire votre attention sur finalement une bonne pratique pour les PME et les ETI d'aborder ce sujet de la 4e révolution industrielle, puisque comme on l'a vu qu'elle était très transversale et qu'il s'agissait de décloisonner, il s'agit finalement de chasser en meute. Alors on le voit dans les différents écosystèmes, on le voit dans les différentes filières professionnelles et les syndicats, les acteurs s'organisent justement et vont être capables d'additionner comme ça leur valeur ajoutée pour arriver vers un client en lui disant ben, « Regardez, entre guillemets, notre offre Industrie 4.0, on est capable de bout en bout de vous accompagner dans votre chaîne de valeur. » Et ça vient bouleverser les écosystèmes déjà établis. Absolument, ouais. Ça change beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, je suis très heureux d'intervenir à cette table ronde avec des personnes qui viennent du Sud-Ouest. Pourquoi? Parce que sur cette slide, en général, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que là, ce que vous regardez, en fait, c'est un match de rugby, mais avec 3 équipes. Alors, vous savez déjà que le rugby avec 2 équipes, c'est pas forcément très tendre, mais là, vous avez 3 équipes en face de vous. Historiquement, vous avez déjà les acteurs
de l'OT, donc de l'automation, donc les gens finalement qui sont vraiment apparus au cours de la troisième révolution industrielle avec les automates programmables. Et puis au-dessus, vous avez un peu les gens comme moi, entre guillemets, qu'on qualifie un petit peu de barbares, qui viennent des startups, qui viennent des GAFA et qui rentrent dans ces usines et dans ces métiers en apportant des solutions de digitalisation. Et puis enfin, vous avez une troisième famille de personnes qui est en train de se réveiller, si je peux dire, entre guillemets, et qui apportent des choses très fortes concernant les réseaux, les télécoms, puisqu'il va y avoir énormément d'enjeux là-dessus. On pense évidemment à la 5G. Et finalement, comment est-ce que ces marchés sont découpés à la fois dans les villes, dans les véhicules, mais dans les usines? On voit qu'il y a des verticales de valeur comme ça qui arrivent. Et donc là, je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager les verticales des GAFA concernant les voitures. Alors là, on n'est pas sur des projections très lointaines puisqu'on parle de maintenant, on y est déjà en 2020, donc c'est maintenant. Et donc, on va se projeter un petit peu maintenant et dans quelques années, à quoi ça pourrait ressembler dans nos usines. Attention, hein, je ne dis pas que c'est ce que j'ai envie qu'il se passe, mais c'est ce qu'on observe. Et donc, on voit qu'à nouveau, dans les usines, c'est un petit peu découpé en tranches. Et donc, c'est pour ça aussi que les PMI et que les ETI peuvent être inquiètes parce qu'elles se disent, bon sang, je sens que mon métier est en train de se transformer. J'avais un métier qui était acheteur de matériel et là, je dois devenir acheteur de logiciels. Mais est-ce que j'ai les clés? Est-ce que j'ai les RH pour comprendre quels sont les enjeux? Et les enjeux, finalement, ils se retrouvent sur la transformation, sur les data. On voit que finalement, aussi bien que ce soit dans l'aéro avec le PLM et le jumeau numérique, dans le bâtiment avec le BIM, ou dans la défense avec la numérisation de l'espace de bataille, et plus largement, bientôt, vous le verrez dans vos téléphones et vos ordinateurs, dans ce qu'on appelle l'AR Cloud. Donc c'est finalement la réalité augmentée en cloud. Vous allez voir qu'il y a une numérisation du monde. Et cette numérisation du monde, en fait, elle se traduit comment? Elle se traduit par de la collecte de data. Et en fait, on va dupliquer, finalement, toutes les opérations du réel dans les métiers, dans les professions, mais aussi dans le quotidien. Et on voit qu'il y a des enjeux très importants de création de services et de valeurs. Et c'est là où l'industrie 4.0, elle change radicalement par rapport à ce que vous avez pu connaître avant dans vos métiers. C'est que là, en haut, vous avez le vieux modèle avec une chaîne de valeur d'acteurs clairement identifiée. Et le nouveau modèle, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, à ce niveau-là, une véritable disruption de la chaîne de valeur. Et donc, l'enjeu pour vous, ça va être de vous protéger à ce niveau-là, et de faire en sorte de ne pas vous faire désintermédier par des acteurs qui vont rentrer dans votre chaîne de valeur, avec éventuellement des produits connectés qui pourraient vous échapper. Alors, c'est une vision un petit peu simple, mais c'est clairement ce qui est en train de se passer. Et pour vous, il va falloir identifier les valeurs, les services que vous allez pouvoir créer à partir des data. Je vous en parlais en introduction. Alors maintenant, qui je suis et qu'est-ce que je fais? Il faut quand même, on me donne la parole, j'en profite un petit peu pour parler de ça. Nous, on a une approche dans l'intelligence artificielle qui est un petit peu différenciante parce que finalement, on n'aime pas ce terme d'intelligence artificielle. Moi, je suis très mal à l'aise avec. Je préfère parler d'intelligence augmentée. Pour moi, il y a une seule intelligence qui existe, c'est l'intelligence humaine. Alors, on pourrait parler aussi des intelligences animales, etc. Et dans cette idée d'intelligence, il y a plein de définitions possibles, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, etc. Mais nous, ce dont on parle, c'est l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que mon métier n'est pas de remplacer votre intelligence à vous, qui est unique et irremplaçable. C'est plutôt de vous aider à être meilleur dans la prise de décision, dans l'identification de problèmes, etc. Et le type d'identification qu'on fait souvent, c'est du contrôle qualité, c'est la recherche de défauts. Et est-ce qu'en même temps, ça ne va pas à contre-courant finalement je vous montrais tout à l'heure un article du Monde d'un informaticien, Vincent Béranger, qui dit que l'IA est très sexy aujourd'hui parce que dans l'imaginaire, à la fois, sans parler d'une intelligence artificielle consciente, mais en tout cas de cette dimension de l'IA qui est plus liée aussi à la robotique et à l'idée qu'à un moment donné, ça peut remplacer, automatiser. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un regain dans l'intelligence artificielle dans les chefs d'entreprise, et en particulier dans le domaine de l'industrie, où on comprend mieux peut-être le ROI et le retour sur investissement qu'il pourrait y avoir avec de l'intelligence artificielle, parce que finalement, c'est quelque chose qui rejoint aussi un ADN sur à un moment donné comment on automatise, comment on abaisse des coûts, etc. Est-ce que c'est du coup peut-être un peu contradictoire avec les notions où là, vous êtes en train de dire, et je pense que parmi nos autres intervenants, ils l'évoqueront aussi pas mal, sur le fait que on parle d'une intelligence et du nombre informationnel dans laquelle on met de l'intelligence qui doit servir finalement les métiers. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion? Oui, en fait, quelque part, on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué sur les promesses de l'intelligence artificielle, à tel point qu'on a été séduit par des discours de science-fiction.
Et on a l'impression que finalement on va laisser notre vie ou notre usine à une IA et que tout va bien se passer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est catastrophique. Quand vous regardez Elon Musk, par exemple, qui est un des apôtres, si je puis dire, du transhumanisme, etc., et d'une vision tout automatisée, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est catastrophique, il y a d'énormes retards. Voilà. Donc ils ont dû faire complètement machine arrière sur les lignes de production de la Tesla, par exemple. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il ne s'agit pas de simplement aller chercher du ROI pour faire baisser des coûts et pour automatiser des tâches. Il s'agit aussi de consolider les organisations et les entreprises dans lesquelles on va distiller de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, voilà, c'est du machine learning. Enfin, l'autre jour, peut-être le coup de préciser très rapidement le machine learning. L'autre jour, il y avait une blague, enfin, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais un collègue qui me disait quand je vois écrit intelligence artificielle, je sais que c'est du PowerPoint. Quand je vois écrit machine learning, je sais que c'est du Python. Bon, le Python, c'est un langage de programmation. Donc voilà, quelque part, il y a un abus de langage. Il faut vraiment sortir de ça. Il faut démystifier totalement. C'est vraiment un outil informatique qui va permettre d'automatiser des tâches. Alors, ça fait rêver parce qu'on se rend compte qu'on est capable de percevoir des choses que l'œil humain aguerri est capable de percevoir. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut effectivement, il faut transformer les entreprises, il faut déployer de l'intelligence artificielle, mais il faut le faire en protégeant le capital des entreprises, qui est, me semble-t-il, les RH, et les savoir-faire et les compétences. Et donc, ce qui est intéressant, finalement, avec la 4e révolution industrielle aussi, la transformation digitale des entreprises, c'est que tout d'un coup, les entrepreneurs comprennent que leur capital industriel, c'est plus uniquement les machines, finalement les hommes, qu'il y a aussi un capital immatériel qui est celui des données. Voilà, des données de l'entreprise. Et souvent, finalement, en travaillant avec eux, on voit que souvent il y a des problèmes de labellisation des datasets. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui sont propres à l'IA, mais souvent on leur fait prendre conscience qu'il y a un travail finalement avec beaucoup de ROI à faire sur qualifier quelle est la donnée de mon métier, celle qui va être signifiante demain, c'est-à-dire à la fois les métiers qui se transforment aujourd'hui avec les nouveaux outils qui arrivent, mais aussi comment est-ce que les marchés vont être impactés, puisque finalement, c'est logique, quand on commence à changer les métiers, à la fin, on finit par changer les marchés. Et donc, c'est important de le faire en protégeant l'entreprise et pas en la fragilisant, c'est-à-dire vraiment en maintenant le savoir-faire historique à chaque fois qu'on intervient sur un sujet ou sur un site. Très bien. Peut-être justement je crois que tu avais une autre slide spécifiquement PME. Ça nous permettra de faire le pont aussi avec Alexandra. Tout à fait. Alors, pour être un peu plus concret, parce que des fois c'est un petit peu abstrait de parler d'intelligence artificielle, là je suis venu avec une petite étude de cas, par exemple, où on voit que sur une image radio, on va être capable d'aller détecter très rapidement où est la suspicion d'un défaut et finalement quel est le type de défaut, quelle est la sévérité de défaut. Finalement, c'est un petit peu ce que font les radiologues, vous savez, quand ils regardent des radios pour savoir si vous êtes malade ou pas. Là, on va faire la même chose, mais finalement, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce qu'on appelle du contrôle non destructif sur une radio numérique pour finalement faire gagner beaucoup de temps à l'opérateur et donc de l'argent aussi à l'entreprise, etc. Mais vraiment, c'est important de ne pas se substituer complètement à la présence de l'humain parce que dans certains cas très complexes, ce sera plus intéressant justement d'avoir un œil humain aguerri et spécialisé pour être capable de dire là, je suis sur un cas de figure très particulier et finalement, l'IA, l'intelligence artificielle, elle m'aide à aller plus loin et plus vite finalement, mais elle ne me remplace pas. Okay. Très bien. Merci. Oui. Voilà, enfin, je termine, c'est la fin. Et juste très rapidement, chez ThinkDeep, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, vous avez des données d'entrée. Donc, on est capable de travailler sur tout type de données, aussi bien des PDF, de l'audio, des fichiers images, de l'IFC, n'importe quoi, de l'ultrason. On va travailler tout ça sur des usages qui peuvent être de la détection de défauts, de personnes, de drones, de la détection d'anomalies. Et ensuite, on va avoir des produits de sortie. Donc, on va les intégrer dans les SI, dans le cloud, etc. Et évidemment, on est complètement agnostique en termes de device et d'appareils, puisque pour nous, ce sont des capteurs. Et donc, je termine. Voilà, merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça accessible. Hein. Bon, là, c'est la séquence marketing. Mais l'idée, c'est vraiment d'être simple, compréhensible. Alors, c'est très important. Les deux derniers points, finalement, sont les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous allez déployer des solutions d'intelligence artificielle, souvent, vous allez tomber dans le piège de la boîte noire et un peu de l'incantation magique. Nous, l'idée, c'est un peu, on prend ça un peu à contre-courant. Ce qu'on veut vraiment offrir, c'est des outils de lisibilité, d'explicabilité,
et surtout être capable de prouver. C'est-à-dire que quand on affirme quelque chose, si je vous dis là j'ai détecté un défaut, je suis capable de vous expliquer exactement toutes les étapes de mon algorithme, fonction par fonction. Merci. Très bien. Je te remercie, Marc. Ça nous fait une très bonne introduction. Je te propose de rester sur un des fauteuils. Et cette notion...